Alors, dans le sommaire, ce soir, dans Confraternellement, campagne pour les élections législatives. Pour le loyer, dans le programme des différentes coalitions, vous l'avez compris, le loyer constitue une question de plus en plus sensible au Sénégal et la situation dans la capitale Dakar est d'autant plus alarmante que les prix des loyers ne cessent d'augmenter. À suivre le développement tout à l'heure. Ecoin-Eco s'interroge, parité dollar-euro, quelles conséquences? Mardi dernier, la monnaie européenne a touché la parité avec le dollar pour la première fois en 20 ans. Quelles peuvent être les conséquences sur le pouvoir d'achat? Quel impact sur les économies de manière générale? Réponse à suivre dans Coin-Eco. Ailleurs, nous mènera à Kolda, cette localité agricole au sud du Sénégal pour la campagne agricole 2022. Les producteurs magnifient l'appui de l'État pour une bonne campagne agricole. La tutelle, quant à elle, se dit rassurée. Et dans la rubrique environnement, vague de chaleur malgré la pluie, les conséquences du réchauffement climatique à suivre tout à l'heure. Quelques hypothèses d'un expert au centre de suivi écologique. Reportage à suivre tout à l'heure. Bienvenue à tous dans Confraternellement. Ce soir, les populations continuent toujours de se plaindre de la cherté de la location malgré les politiques mises en place par l'État pour soulager la population. Une loi a d'ailleurs été votée à l'Assemblée nationale par les députés, mais le problème persiste. Prétexte pour demander aux candidats en lice pour les législatives quelle est la place qu'occupe le loyer sur leur programme. C'est un reportage de Mame Seynabou Babou. Le loyer demeure un véritable problème pour les populations à cause de la cherté. Des politiques ont été mises en place par le gouvernement, une loi votée à l'Assemblée nationale, mais la situation prévaut toujours. Le membre de la coalition Benno Bokk Yakaar reconnaît. Absolument, parce que déjà c'est une loi. Et donc je pense qu'il faut revenir à ça et voir où se trouvent les réticences, où se trouve en fait donc le problème exactement. Ce membre de la coalition présidentielle estime que leur plaidoyer pour cette campagne au sujet du loyer tourne autour de la sensibilisation. Selon Fallou Gueye, c'est aux populations de s'approprier la loi. Il faut renforcer, il faut continuer à aider le président à ce que cette intention, à ce que cette loi-là soit une réalité. Et parce que en fait le président peut avoir une intention, le président peut avoir une politique sociale, mais il appartient aux Sénégalais eux-mêmes de s'approprier cette loi-là et de faire de sorte que cette loi-là soit une réalité. Parce qu'il ne l'a pas fait pour lui-même, il ne l'a pas fait pour sa famille, il l'a fait pour les Sénégalais. Pour la coalition Wallu-Sénégal, il faudrait réunir tous les acteurs concernés pour pouvoir trouver des solutions pérennes. Le loyer est un facteur qui pose une problématique sérieuse, qui doit être analysée avec beaucoup de repli. Vous savez très bien que le président Macky Sall, en prenant cette loi, il ne cherchait qu'à faire du populisme. Il n'y avait pas eu les acteurs potentiels, les associations de défenseurs de droits. Il n'y avait pas également les propriétaires des immeubles, des terrains. Hassan Ba propose que la loi sur le loyer soit revue. Moi, je pense qu'il va falloir repenser tout cela, revoir cette méthode de faire et y associer, s'ouvrir vraiment aux acquéreurs, s'ouvrir aux promoteurs immobiliers, parce que c'est de cela qu'il s'agit, s'ouvrir également aux associations des droits de consommation pour qu'ensemble, qu'il y ait une synergie vraiment étudiée de façon formelle et puis arriver à refondre cette loi-là, la repenser, la revoir. Quelle place du loyer dans la campagne électorale? Pour en parler ce soir, nous sommes avec le journaliste et rédacteur en chef de Mourchid TV, Mamadou Thiam. Bonsoir Monsieur Thiam et merci d'avoir accepté notre invitation. Au revoir, c'est un plaisir. Alors, plaisir partagé. Je le disais tout à l'heure, au Sénégal, comme dans les grands centres urbains aujourd'hui, les populations font face à un renchérissement toujours plus galopant des loyers, du coût du loyer et de l'habitat de manière générale. Alors, dans ce
contexte de campagne électorale qui se poursuit normalement dans le pays pour les élections législatives, pouvons-nous dire aujourd'hui que cette question du loyer est prise en compte par les différentes coalitions en course pour l'hémicycle? Prise en compte par les différentes coalitions en lice pour ces législatives 2022, moi je dirais que ça a une moindre importance pour beaucoup de candidats, même si le loyer reste aujourd'hui une exigence sociale, parce qu'il ne faut pas l'oublier aussi. Dans ce contexte de campagne électorale, on a l'habitude de voir en nos candidats une attitude qui consiste à prendre toutes les questions de société qui ont de l'enjeu comme objet de campagne électorale. Or, pour cette campagne électorale concernant les législatives de 2020, du 31 juillet, on a vu quand même que certains candidats en parlent, mais quand même, on a plus vu la part du politique, cette ruée vers ces fonctions de représentation politique, mais aussi sociale, que de voir justement ces questions d'enjeux social occuper surtout les débats entre les candidats. Voilà, avant de revenir sur le débat dans la campagne électorale, c'est aussi un fait, la question du loyer a toujours été le parent pauvre, disons-le, des politiques d'habitat au Sénégal. D'après vous, pourquoi cela? Moi, je pense d'abord qu'il faudra l'analyser d'abord sous l'angle social, ensuite sous l'angle politique, sous l'angle social. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays où beaucoup disent que le Sénégal est aujourd'hui objet d'un boom immobilier, notamment la région de Dakar, qui est aussi la capitale du Sénégal, alors que beaucoup d'opérateurs immobiliers disent que ce n'est pas encore le cas. Pourquoi est-ce qu'il y a ce paradoxe? C'est une question à se poser. L'autre aspect, c'est que c'est une exigence sociale aujourd'hui, parce que c'est le locataire lui-même qui est au centre d'une guéguerre entre le pouvoir qui prend les bonnes décisions, les décisions concernant ce loyer et les bailleurs qui offrent justement ce cadre d'habitat qui est aussi une condition sine qua non de garantir la dignité des citoyens sénégalais. Donc finalement, on se pose cette question de savoir est-ce que le loyer aujourd'hui a l'importance, en tout cas requiert l'importance qu'il faut lui donner vis-à-vis de l'homme politique. Pourquoi je le dis? Parce que il faut accuser le contexte. Entre 2008 et 2011, surtout après l'avènement du sommet de l'OCI et le Festival mondial des arts nègres, on a vu quand même que le loyer avait pris une autre dimension et que les bailleurs avaient commencé justement à faire une augmentation des coûts du loyer à Dakar. C'est pourquoi cela a été une demande sociale pendant la crise de 2011 jusqu'au changement de régime de 2012. Et après 2012, le gouvernement du Sénégal avait pris quand même l'engagement de pouvoir régler ce problème à travers la loi de 2014 concernant la baisse des coûts du loyer. Voilà, et c'est justement cette loi qui est aujourd'hui objet de polémique. Pourquoi je le dis? Parce que le président de la République lui-même, lors de la semaine nationale de la jeunesse, le 5 avril passé, a dit qu'il ne pouvait plus justement garantir l'application de cette loi et que finalement il ne pouvait plus jouer ce rôle d'arbitre entre le bailleur et le locataire. Aujourd'hui, donc, ça veut dire que le loyer est laissé au centre de cette polémique. N'est-ce pas donc un aveu d'échec de la part de l'État par rapport à la question de l'habitat, du loyer de manière générale? Aveu d'échec, je ne le dirais pas, mais mauvais casting, je dirais oui. Mauvais casting dans la mesure où quand on prend une loi sociale, on doit mesurer cette loi sur la base des aspirations sociales, mais aussi surtout sur la base des opportunités que cette loi pourrait offrir aussi à ceux-là qui construisent leur maison et qui les mettent à la disposition d'autres citoyens à usage d'habitation que sont les bailleurs. Moi, je pense que la manière dont cette loi a été mise en place, surtout avec cette barémisation justement du coût du loyer, suivant que ce soit un loyer de moyen standing, un loyer de haut standing, un loyer de faible standing. Je pense que quand on voit un peu la baisse, on dirait que les loyers de haut standing ont subi une baisse moindre par rapport aux loyers de faible standing. Et donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Les bailleurs peuvent tout simplement changer leur loyer pour le faire quitter le stade de léger standing pour l'amener à moyen standing, pour justement amoindrir les coûts de la
baisse du loyer. Voilà, justement, on parle de cette loi-là. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État, de manière générale, nous sommes dans une période de campagne électorale, nous allons vers une nouvelle Assemblée nationale. Est-ce qu'il ne faudrait pas penser à encadrer davantage cette loi-là en s'appuyant sur les autres institutions comme le Conseil économique, social et environnemental? Pourquoi pas? Les autres institutions, moi je pense que tout est question d'abord de volonté. Peu importe les institutions qui interagissent dans toutes les questions qui touchent les conditions de vie des populations, si la volonté d'appliquer justement les lois, si la volonté d'aller au bout des choix et des orientations politiques n'y est pas, moi je pense que les résultats seront toujours là à être discutés. Donc je pense tout simplement que l'action gouvernementale doit toujours relever aussi de ce qu'on appelle le réalisme, faire ce qu'on peut et ne pas tenter ce qu'on ne peut pas, mais surtout aussi toujours tenir un langage de vérité aussi à sa population, parce que on le sait, dans une société où tout va mal et que les problèmes sociaux s'enlisent et s'enchaînent de plus en plus, les gens ont tendance à être de plus en plus exigeants. Et quand c'est le cas, le gouvernement doit toujours communiquer avec ces populations, doit toujours expliquer, mais aussi toujours dire aussi la vérité, parce que c'est un constat qu'on a fait aussi avec le régime qui est en place, sans vouloir jeter la langue de bois. C'est qu'à chaque fois, on cherche aussi à légitimer des choses qui ne sont pas normales du point de vue politique ou alors du point de vue social. Et ça crée une certaine dissidence entre les gouvernants et les gouvernés. C'est pourquoi on dit que l'élaboration des lois sociales doit toujours reposer sur une enquête préalable, savoir les conditions de faisabilité, comment est-ce que ces populations pourraient accueillir justement de telles mesures et comment l'appliquer aussi sur le terrain pour que les résultats estompés puissent suivre. Voilà, vous êtes justement en train de brosser un peu sur des solutions aujourd'hui. Quelles peuvent être les solutions concrètes ou la solution qui permettrait de freiner cette spéculation autour du loyer afin donc de desserrer un peu les taux sur les populations, parce que ça devient de plus en plus difficile pour certaines d'avoir des logements? D'abord, peut-être mettre à la disposition des populations une offre beaucoup plus conséquente que cela. On a vu que l'État du Sénégal a élaboré ce programme de 100 000 logements. C'était une très bonne décision, mais jusqu'à présent aussi, les résultats restent sur 100 000 logements. Je ne pense pas qu'au jour d'aujourd'hui, on puisse réceptionner 1000 logements. On parle de taux d'imprégnation justement de cette décision, et on voit carrément qu'il y a une certaine lenteur qui fait qu'aujourd'hui les populations s'impatientent de plus en plus. Or, c'est à l'État du Sénégal d'offrir ce cadre de vie harmonieux à travers ce qu'on appelle l'habitat, mais aussi le cadre de vie. On voit quand même qu'il y a énormément de choses qui se font et beaucoup d'investissements là-dessus. Mais je pense que ce qu'on devrait justement faire, c'était de pouvoir offrir aux populations des logements préalables, c'est-à-dire des logements sociaux très abordables, mais aussi à des coûts accessibles. Parce que c'est important aussi. Lorsqu'on construit des logements de standing et que finalement il y a une certaine inaccessibilité des populations, ça ne règle pas le problème. L'autre aspect, c'est qu'on a vu dans les sociétés occidentales, généralement, même les sans-abri disposent de centres d'accueil qui peuvent leur permettre, ne serait-ce qu'en soir ou alors en week-end, de pouvoir trouver un minimum de confort. C'est ce minimum de confort-là qu'on devrait chercher, et c'est la raison pour laquelle je dis que la loi de 2014 a subi un mauvais casting, parce que tout simplement si on baisse moins les logements de grand standing et on baisse plus sur les logements de faible standing, cela veut dire tout simplement que ceux-là qui offraient des logements sociaux à des bourses moindres vont chercher justement à offrir des logements sociaux à des bourses assez conséquentes, et résultat, les populations qui n'ont pas des conditions de vie acceptables et qui pourraient payer un logement assez conséquent ne pourront pas trouver de logement. D'accord. Donc, si je vous comprends bien, la question où les logements sociaux sont aujourd'hui une solution alternative à toutes ces spéculations autour du loyer, quand on dit que les bailleurs prennent en otage aujourd'hui les populations. Bien sûr, je pense que ce serait en quelque sorte offrir cette indépendance
social aux populations, surtout aux populations sénégalaises, parce que quoi qu'on puisse dire, au Sénégal, le logement coûte très cher. Parfois, on porte la responsabilité sur les bailleurs, mais aussi il faut voir un peu le contexte, parce que pour construire, on a besoin de ciment, on a besoin de fer, on a besoin de sable. Aujourd'hui, si le ciment coûte cher, si le fer aussi coûte cher avec cette inflation galopante auquel on est exposé aujourd'hui, on se rend compte qu'il est difficile aussi pour le bailleur de pouvoir se dire que par patriotisme, je décide tout simplement de mettre à la disposition des populations mon immeuble parce que tout simplement ils ont le droit de vivre. Parce qu'il faut comprendre aussi que le logement pour le bailleur, c'est aussi un fonds de commerce qui doit être rentable. Et qui dit rentable, dit profit, dit bénéfice. Donc le bailleur aussi a besoin de tirer bénéfice de son investissement. Or, le citoyen lambda a besoin d'un toit pour pouvoir vivre, pour pouvoir avoir du confort, pour pouvoir vivre à l'aise, je veux dire, tout simplement être à l'aise dans la vie. Et le pouvoir est là justement pour offrir ces conditions. Cela veut dire tout simplement que ces trois parties-là doivent au moins pouvoir se retrouver autour d'un idéal. C'est celui qui permettrait non seulement à l'État du Sénégal de pouvoir appliquer ses décisions normalement, le bailleur de pouvoir trouver en tout cas profit de son immeuble et pour le locataire de pouvoir disposer d'un logement accessible, mais aussi un logement décent dans des conditions idoines. Voilà, on parle de l'État qui a un rôle essentiel à jouer dans cette question-là du loyer au Sénégal. Mais aujourd'hui, nous allons vers une nouvelle assemblée. Quelle doit être la nouvelle démarche des futurs députés pour apporter des solutions à tous ces problèmes liés à l'habitat, au logement? Alors, je pense que la nouvelle démarche pour en tout cas la prochaine législature, moi je pense que c'est une démarche tendant à tout simplement approcher et concilier le député avec son peuple. Il ne faut pas oublier que les dernières législatures qui se sont écoulées ont laissé ce parfum de perception comme quoi le député n'est pas là pour le peuple, mais est là pour un groupuscule de personnes qui décident et qui l'a porté justement à cette fonction de prise de décision. C'est un constat qui est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend des prochains députés de la prochaine Assemblée nationale? C'est que justement ces questions de société puissent trouver des solutions durables. Je ne dirais même pas des solutions provisoires, mais des solutions durables, parce que pour construire un pays qui est en plein chantier, on a besoin de décisions qui puissent en tout cas donner des solutions, je dirais, mais dans la durée, surtout dans la durée, et surtout, mais pour cela, il faut des études. En fait, ce que je veux dire, c'est que tout simplement que nos gouvernants doivent aujourd'hui éviter plus d'aller dans la tentation, mais surtout dans la précipitation pour dire voilà, c'était une demande sociale, on a apporté une réponse, mais réfléchir aussi sur ces demandes sociales pour voir quel type de réponse pourrait permettre de régler le problème durablement. Merci beaucoup Mamadou Thiam, journaliste. Je rappelle également que vous êtes rédacteur en chef de Mourchid TV. Merci donc pour toutes vos réponses. Merci Awa, c'était un plaisir. Alors, la suite de la Total Dimanche, c'est tout de suite. Dans Coin Éco, ce soir, la nouvelle parité entre le dollar et l'euro qui s'échangent de façon égalitaire sur le marché déteint négativement sur l'économie mondiale et africaine par ricochet. Bien sûr, les pays qui ont le franc CFA comme monnaie risquent de connaître une accentuation de l'inflation du fait de l'arrimage avec l'euro. Des perspectives moroses se dessineraient ainsi pour l'année prochaine. 2023 ne sera pas une année d'exception ni de croissance, mais plutôt de récession économique. Le sujet Coin Éco est signé Mam Abdougaï Kassé. $1 équivaut désormais à 1 euro, c'est-à-dire 655 francs CFA. La Réserve fédérale américaine a relevé son taux directeur pour supporter l'inflation des prix qui est de 9% aux États-Unis, du jamais vu depuis 40 ans. Une situation qui pourrait ne pas en rester là, de l'avis de ce maître de conférence en sciences économiques à l'université Alioune Diop de Bambey. Il faut dire que la situation n'est pas structurelle, c'est conjoncturel, parce qu'aujourd'hui même, vous avez vu que la Banque centrale européenne a augmenté le niveau de ses taux d'intérêt, ce qui n'avait pas encore fait. Donc les jours à venir,
il faut s'attendre à ce qu'il y ait une modification de la parité parce que la BCE, la Banque Centrale Européenne, veut aussi réviser ses taux pour contenir l'inflation qui est quasiment à 7,5 en Europe, comme également c'est le cas aux États-Unis. Le franc CFA arrimé à l'euro subit de plein fouet les variations de ce nouveau taux de change. En Afrique, 14 pays utilisent cette monnaie, 8 du côté de l'UEMOA et 6 de la CEMAC. Les conséquences peuvent s'avérer lourdes et fâcheuses, dépréciation et inflation. La première conséquence dont je parle, c'est l'impact sur la dette publique. Vous savez, on a une partie de notre dette qui est libellée en dollars. Donc si la valeur du dollar s'apprécie, forcément le niveau de la dette par rapport aux ressources publiques va également augmenter. Donc ça, c'est un effet qu'il faut relever. Le deuxième effet, c'est également le renchérissement des coûts des matières premières, comme le pétrole et toutes les autres matières premières que l'État du Sénégal, que les Sénégalais achètent de manière générale sur les marchés mondiaux. Et donc, ça risque d'avoir un effet inflationniste parce que les prix vont encore monter. On achète davantage le pétrole plus cher, davantage les autres produits plus chers. Donc, ça peut créer une forte inflation à venir au niveau de nos économies africaines. Les répercussions sur les économies ne s'en limitent pas là. Les exportations sont aussi menacées avec un renchérissement du coût des produits et du fret, indique l'économiste. Et naturellement, il y aura un effet sur les exportations parce que ça permet un peu de gagner en compétitivité prix. Mais il faut dire que si le phénomène est structurel, les conséquences sur les finances publiques du Sénégal seront assez appréciables. Le monde est en situation de crise qui n'augure rien de bon. Pire, 2023 est attendu avec beaucoup de pessimisme. Ce sera une année de décroissance et de récession économique. Et il sera de plus en plus difficile pour les pays en développement de recourir à des prêts sur l'international, prévient Souleymane Astou Diagne. Dans cette situation de morosité économique, il est de plus en plus difficile pour les États de lever des fonds sur les marchés internationaux. Donc naturellement, des pays comme le Sénégal et autres vont devoir mieux articuler leur stratégie de levée de fonds pour financer en fait tout l'investissement public nécessaire. Avec la guerre en Ukraine, l'incertitude plane toujours sur l'économie mondiale. Si elle ne s'estompe pas d'ici à décembre prochain, le baril de pétrole pour du fret, indique l'économiste. Et naturellement, il y aura un effet sur les exportations parce que ça permet un peu de gagner en compétitivité prix. Mais il faut dire que si le phénomène est structurel, les conséquences sur les finances publiques du Sénégal seront assez appréciables. Le monde est en situation de crise qui n'augure rien de bon. Pire, 2023 est attendu avec beaucoup de pessimisme. Ce sera une année de décroissance et de récession économique. Et il sera de plus en plus difficile pour les pays en développement de recourir à des prêts sur l'international, prévient Souleymane Astou Diagne. Dans cette situation de morosité économique, il est de plus en plus difficile pour les États de lever des fonds sur les marchés internationaux. Donc naturellement, des pays comme le Sénégal et autres vont devoir mieux articuler leur stratégie de levée de fonds pour financer en fait tout l'investissement public nécessaire. Avec la guerre en Ukraine, l'incertitude plane toujours sur l'économie mondiale. Si elle ne s'estompe pas d'ici à décembre prochain, le baril de pétrole pourrait coûter jusqu'à $200 contre 105 actuellement. Ce serait alors une première dans l'histoire. Coin Éco qui parle de la parité dollar-euro. Quelles conséquences? Pour en parler, il est déjà sur le plateau avec son invité Mamadou Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous laisse dérouler avec votre invité. Je rappelle qu'il s'agit de Dr Ndongo Mané Kébé pour parler de la question du dollar et de l'euro, deux monnaies, deux devises, deux réserves de change de rang mondial à coude aujourd'hui. Absolument. Le coup d'à-coude est presque établi. Donc, notre invité est vraiment un spécialiste de la question puisqu'il travaille sur les questions de monnaie et il est chercheur au laboratoire de recherche économie et monétaire. Donc, M. Kébé, bonjour. Bonsoir, monsieur. Bonsoir plutôt parce que bon, voilà, on est à ce stade précis, quand on parle justement de l'euro et du dollar. On a comme l'impression que bon, la coupe est réglée entre deux devises internationales voilà, qui compétissent à armes inégales, mais qui aujourd'hui en sont à coup de coude, comme l'a dit Awa.
Absolument. Donc, merci M. Ndiaye pour cette invitation. Donc, comme on l'avait dit, aujourd'hui, on a deux monnaies principales. En fait, ce n'est pas les deux monnaies les plus fortes au monde. Bien sûr. Mais quand même, ce sont les deux monnaies qui sont plus échangées à travers le monde. L'une contrôle 60% donc, des échanges mondiaux et l'autre année à 20 ou 25%. Absolument. Donc, il convient justement de rappeler un peu c'est quoi la parité. La parité, c'est le prix d'une monnaie par rapport à une autre monnaie. Donc aujourd'hui, on a une parité un taux de change qui est flexible parce qu'il faut remonter justement vers les années 70. On peut justement rappeler comment justement on est arrivé à la fin justement de la parité fixe avec le dollar. Et depuis lors, justement, on est dans un cadre de taux de change qui est flexible, c'est-à-dire qui est flottant. Donc c'est le rapport aujourd'hui entre l'euro et la monnaie. Et il faut juste rappeler que la monnaie, c'est un bien qui est demandé. Et comme tout autre bien, quand c'est la loi du marché qui règle en fait, la valeur de la monnaie. Quand le bien est trop demandé, donc il y a beaucoup de gens quand l'offre est supérieure à la demande, effectivement, donc là, sa valeur va fluctuer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les monnaies aujourd'hui qui sont échangées au niveau international aujourd'hui sont dans cette posture de flottement. Bien entendu, on a également des compartiments dans le monde où aujourd'hui il y a des taux de change fixes. Ce qui amène à ce qu'on appelle le taux de flottant impur. Parce qu'aujourd'hui, parallèlement, on a des taux de change qui sont flottants, donc à travers le monde. Dans certaines zones, les pays se sont organisés dans le cadre de l'Europe, justement, depuis 1979, pour avoir un système de change, un système monétaire européen. Donc avant, c'était l'ECU, donc ce qu'on appelle European Currency Unit, et qui a évolué aujourd'hui jusqu'à l'euro. Donc l'euro a été lancé en 1999, donc qui est entré en vigueur en 2002, et depuis lors, l'euro justement était en dessous du dollar. Donc, sauf à l'analyse. Oui, voilà. Juste vous êtes dans un coin de l'histoire, mais peut-être vous restez peut-être pour une minute. Oui. Mais le dollar est né en 1792. Absolument. Et l'euro, donc, en 1999. Oui. Cet écart d'âge, cette antériorité donc, du dollar, confère effectivement au billet vert une certaine suprématie sur l'euro. Mais est-ce que l'euro également n'est pas en train de se rebiffer parce que l'euro représente justement une nation puissante, c'est quelque chose comme 26 États qui se sont constitués et qui ont accepté donc d'avoir une seule devise. Absolument. Donc la zone euro, en fait, l'Union européenne aujourd'hui c'est 27 États, mais la zone euro c'est 19 pays qui partagent la monnaie européenne. Donc le dollar n'a pas été la seule monnaie internationale. C'est-à-dire qu'avant le dollar, il y avait les yens, il y avait justement également la livre sterling qui a été échangée. Donc les États-Unis ont profité justement de leur position au sortir de la Deuxième Guerre mondiale pour pouvoir renégocier le système monétaire international. Ce qui a fait que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est le dollar qui est la monnaie, la principale monnaie internationale qui est échangée. Donc l'Europe est venue après, donc en 2002, pour justement faire partie de la course. Mais comme je dis aujourd'hui, la principale monnaie qui est utilisée justement reflète la puissance justement du pays. Et justement, c'est la puissance justement des États-Unis qui est reflétée à travers le dollar. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le dollar est la monnaie la plus utilisée aujourd'hui à travers les échanges internationaux, même si il est talonné par l'euro. Et l'objectif de l'euro, c'était quoi? C'était donc de talonner le En fait, l'objectif de l'euro, c'est-à-dire que j'ai appelé tout à l'heure le contexte, c'est-à-dire que quand on lançait l'écu, c'était justement en réponse à la fin du taux de change fixe qui a été arrêté justement au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et qui a pris fin en 1974. Avec Nixon qui avait cassé un peu le binôme. Parce qu'il y avait un déséquilibre justement entre la quantité d'or justement qui était en circulation et également la quantité de dollars, avec la masse monétaire en dollars qui était en circulation. Donc ce déséquilibre a amené justement à la rupture, dans un premier temps, à la rupture entre le taux de change entre le dollar et l'or, donc en 1974, absolument. Après 2 ans plus tard, en 1974 justement, on a justement arrêté le taux de change fixe qui existait entre les monnaies. Maintenant ça a flotté. Ça a flotté. Maintenant, l'Europe ayant senti la nécessité d'avoir un taux de change, en fait, une monnaie unique pour faciliter les échanges, donc a lancé l'écu en 1979. Donc, pour dire que justement, au niveau interne, il fallait justement avoir un système monétaire européen pour pouvoir définir les règles, les pratiques, mais également les institutions justement pour faciliter les échanges entre les pays, les pays européens. Donc, l'objectif premier de l'écu, c'était d'abord de faciliter les échanges entre les pays européens. Et aujourd'hui, cela se traduit aujourd'hui à travers les échanges parce que 60% des exportations européennes des pays de l'Union européenne se fait au sein de l'Union européenne.
C'est seulement 40% qui sortent de l'Union européenne. Pour dire que le but, c'était d'avoir une monnaie commune, donc qui permet de faciliter justement les échanges en interne, au-delà même d'avoir une ambition internationale. Est-ce que quand on est une puissance économique, nécessairement on doit aussi être une puissance monétaire? Parce qu'en fait, une puissance économique, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut d'abord poser sur les échanges internationaux. Les échanges internationaux. Aujourd'hui, on voit à travers le monde, c'est vrai qu'il y a la Chine, mais la Chine aujourd'hui, en termes d'exportation, c'est la première puissance mondiale aujourd'hui. Mais cela ne fait pas qu'aujourd'hui que la monnaie de la Chine est la première monnaie. Parce que la Chine, le poids de la monnaie donc, reflète un peu les exportations. Plus une monnaie est forte, quand l'économie n'est pas très compétitive, donc ça réduit les importations. C'est pour ça que la Chine n'a pas intérêt que le yuan soit une monnaie forte, parce qu'à chaque fois on entend que la Banque centrale chinoise a dévalué sa monnaie pour pouvoir justement relancer ses exportations. Donc pour vous dire que si une économie n'est pas tellement compétitive, donc une monnaie forte n'est pas une bonne solution parce que ça diminue les exportations. Donc heureusement pour l'Europe, c'est une monnaie économique qui est compétitive. Donc avec comme leader l'Allemagne aujourd'hui qui pèse sur les échanges internationaux, qui fait que cette compétitivité fait qu'aujourd'hui l'Europe également, l'Europe est la deuxième réserve mondiale. Après les États-Unis. Maintenant, ce qui arrive aujourd'hui, ce qui amène cette situation aujourd'hui, on est dans une situation de crise d'incertitude. Et quand on est dans une situation de crise d'incertitude, donc les investisseurs souhaitent être rassurés. Ils s'orientent donc vers la monnaie qui rassure. Absolument. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la demande en dollars est plus justement élevée que la demande en euros, ce qui justement fait valser justement cette parité justement entre l'euro et le dollar et qui a amené justement mardi dernier justement le fait que justement l'euro puisse passer en 200, en fait la parité égale, donc 1 euro égale 1 dollar. Ils ont jubilé très rapidement les Européens, pensant peut-être que puisque maintenant ils font jeu égal avec le dollar, certainement leur puissance se reflète à travers probablement leur monnaie. Ont-ils tort ou bien ont-ils raison de jubiler sur ce rapport en disant effectivement que l'étendard européen aussi peut maintenant flotter sur peut-être les différents établissements financiers mondiaux où l'Europe peut remplacer ou en tout cas constituer une réserve de change pour la plupart des économies en quête de stabilité. Donc en fait, ce n'est pas encore la situation parce que je rappelle aujourd'hui, ce n'est pas la première fois qu'on a atteint la parité euro-dollar. Je pense en 2002, lorsque l'euro a été lancé, il y avait également des interrogations sur l'euro, ce qui a fait qu'aujourd'hui, en juillet 2002, justement, on avait atteint cette parité euro-dollar. Donc maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui a amené cette situation? C'est qu'on a la crise, la Covid-19 qui est passée par là, mais également on a la crise ukrainienne. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes au niveau de l'Union européenne, donc concernant l'approvisionnement en gaz, également en énergie, justement pour les entreprises. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une flambée des prix, justement, qui fait qu'aujourd'hui, l'inflation est en train de monter. Ce qui fait jouer justement les banques centrales européennes, la Banque centrale européenne, mais également la Fed, justement, pour relever un peu le taux directeur, justement, le taux directeur, pour un peu diminuer, justement, l'inflation. Parce qu'en économie, on dit qu'il y a ce qu'on appelle le lien entre la masse monétaire qui est en circulation, mais également le niveau général des prix. Et pensant justement que l'inflation, la masse monétaire qui est en circulation est un élément explicatif justement du niveau d'inflation aujourd'hui. Aujourd'hui, la Fed a relevé son taux directeur depuis très longtemps. Parce que le rôle de la Banque centrale, c'est de soutenir l'économie. Et la BCE vient de le faire justement. Absolument, la BCE l'a fait. Un mot justement sur ces deux banques centrales. Elles avaient peut-être des vocations plus ou moins différentes pour défendre justement leur monnaie respective. Je pense que la Banque centrale, la Fed, dit moi je contrôle les prix, mais en même temps aussi je surveille l'inflation. La BCE ne dit pas différemment, mais elle surveille peut-être les prix aux consommateurs. Parce que quand même, elle veut quand même que les consommateurs, c'est-à-dire les Européens de façon générale, aient un pouvoir d'achat pour faire face justement aux aléas économiques. Est-ce que ces deux banques centrales, même si elles ne se concentrent pas justement sur la gouvernance de la monnaie à l'échelle mondiale, sont quand même assez sensibles à des démarches similaires, semblables, pour pouvoir peut-être au moins contrôler les errements au plan mondial? Parce qu'il faut rappeler c'est quoi le rôle de la Banque centrale. Le rôle de la Banque centrale, dans un premier temps, c'est la politique monétaire. Et quand on parle de politique monétaire, c'est de contrôler la masse monétaire qui est en circulation.
la planche à billets. Oui, absolument. Et également, les banques centrales ont plusieurs leviers justement pour pouvoir contrôler justement la quantité monétaire qui est en circulation. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on relève justement le taux directeur justement au niveau de la banque centrale, c'est rendre le coût de l'argent cher. Et quand on rend le coût de l'argent cher, donc évidemment, au niveau de l'économie, les agents économiques vont accéder difficilement à l'argent, donc ce qui va diminuer un peu la quantité monétaire qui est en circulation. Pour dire que d'un point de vue global, donc les deux banques centrales ont la même politique, c'est la politique monétaire. Maintenant, selon les enjeux et les contextes maintenant, les approches peut-être différentes. Parce qu'on l'a vu dans le cadre au cœur de la crise, les banques centrales ont même adopté ce qu'on appelle les taux directeurs qui sont négatifs. Donc pendant un moment, justement, pour pouvoir relancer l'économie, on l'a vu aux États-Unis avec la crise en 2007-2008. Également, on l'a vu également en Europe récemment avec la crise Covid. Mais aujourd'hui, ce qui change la donne, c'est qu'il y a l'inflation qui est là. Et l'inflation, justement, fait réagir les banques centrales pour justement pouvoir réduire... L'inflation aggravée justement par la crise ukrainienne. Mais un mot quand même sur... l'avantage que procure peut-être une monnaie solide, forte, et aussi une monnaie de référence parce qu'elle est une monnaie de réserve. Mais pour nous autres qui sommes arrivés à l'euro, notamment le CFA, qui fait un peu spéculer plein de monde d'ailleurs au Sénégal, en Afrique, certainement les anti-CFA trouvent là une belle occasion de dire voilà, c'est bien fait pour nous. Mais voilà, l'économiste que vous êtes, le monétariste aussi que vous êtes, de surcroît. Comment apprécie-t-il maintenant aujourd'hui le jeu entre l'euro et le dollar, mais avec un fond de scène, un franc CFA peut-être qui n'a pas une personnalité autonome par rapport justement à ce but. En fait, cette situation peut être avantageuse pour nos pays donc, de la monnaie franc CFA, dans la mesure quand on échange avec l'euro. Parce que là, la parité est fixe et là, on maîtrise la situation. Mais quand on passe au dollar, quand on achète des biens en dollars, donc c'est là que ça pose problème. Oui, les variations interviennent. Absolument, les variations interviennent. Et ce qui fait qu'aujourd'hui qu'il est important pour nos pays justement de pouvoir dégager une réserve de devises pour pouvoir justement faire face à la situation. On l'a vu pas plus tard que la Saint-Paul. J'ai vu un pays qui a du mal à exporter justement parce que justement le pays n'a pas de devises. Et ça, c'est dangereux en fait. Et ce qui nous permet un peu d'aborder un peu la réserve que nous avons au niveau du Trésor français, parce que justement, c'est préparé à ces genres de situations. Si aujourd'hui la situation s'est détériorée, donc cette réserve qu'on a au niveau justement du Trésor français permet de faire face à la situation en tenant justement de collecter encore des devises pour pouvoir faire justement face aux échanges internationaux. C'est un sujet inépuisable, Absolument. Mais Absolument. on aura d'autres occasions de revenir là-dessus puisque la crise elle est encore lancinante et je sais que peut-être les dés ne sont pas encore jetés. D'accord. Alors, merci à vous, doyen Mamadou Ndiaye, et merci également à votre invité, docteur Ndongo Mane Kébé. Merci pour tous ces éclairages par rapport à la parité euro-dollar. C'est la fin de la première partie de votre magazine La Totale Dimanche. On se retrouve tout à l'heure, juste après le bulletin d'information de 19h45 pour la suite. À tout de suite. Merci. Merci à vous. Rebonsoir à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de votre magazine La Totale Dimanche. À présent, votre rubrique Environnement. Le constat est général malgré la pluie, la période hivernale. Les températures restent élevées. Une forte chaleur est ressentie dans presque toutes les localités du pays. Est-ce un signe du réchauffement climatique? L'expert Ibrahim Assi, chercheur au Centre de suivi écologique, donne ici quelques hypothèses à explorer. C'est un compte rendu d'Amidou. Une forte chaleur particulièrement intense touche beaucoup de localités. Selon Ibrahim Assi, chercheur au Centre de suivi écologique, cela est loin d'être une surprise au regard des projections du groupe des experts des Nations Unies sur le climat. La chaleur va être ressentie d'autant plus que de plus en plus on a constaté que pendant les saisons de pluie,
on a de la chaleur, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on a de plus en plus l'effet de serre qui est développé. Donc le rayonnement solaire ultraviolet, il nous atteint souvent très directement. Et qu'on soit en saison de pluie ou en saison froide, souvent on a tendance qu'il fait chaud. Si vous prenez une zone comme Dakar aujourd'hui, on peut même parler de ce qu'on appelle les îlots de chaleur. Donc il y a de la pluie, il y a des inondations, les eaux avec la température se réchauffent et il y a un transfert avec l'atmosphère et tout le monde a vraiment une sensation de chaleur. Une remarque presque générale, malgré la pluie, la période d'hivernage, les températures restent élevées. Alors, doit-on y voir un signe du changement climatique? L'expert nous donne la première hypothèse à explorer. Si cette température maximale est dépassée, et si elle est dépassée au moins pendant 3 jours, on dit qu'on est dans un épisode de vague de chaleur, et c'est ce qui s'est passé dans les jours précédents au niveau du Sénégal. Et ça affecte beaucoup plus la zone nord du Sénégal. La santé n'est jamais loin quand on parle d'environnement et vice-versa. Les personnes souffrant des pathologies chroniques ne diront pas le contraire. Elles souffrent énormément des aléas du climat. Ce qu'on a constaté, c'est que quand il y a des phénomènes de vagues de chaleur qui passent, on a une augmentation des cas de consultation. Mais ces cas de consultation concernent un certain nombre de pathologies. Les gens qui ont l'hypertension, les gens qui ont l'asthme, les gens qui ont des problèmes respiratoires, les gens qui ont par exemple ce qu'on appelle les cardiopathies. Donc en gros, les gens qui souffrent de maladies chroniques, ils avaient souvent tendance à consulter ou bien à être affectés par rapport aux vagues de chaleur. Maintenant, il faut préciser que la vague de chaleur n'est pas une cause directe de maladie. Donc il y a vraiment une pluralité d'impact sanitaire. Oui, il faut bien se protéger. Au regard de ce qui précède, il est conseillé de se protéger en développant notamment un système d'alerte précoce, d'où l'importance d'une communication à l'endroit des populations sur les risques environnementaux et sanitaires causés par les vagues de chaleur. Direction Kolda à présent pour Ailleurs A. Nous parlons de la campagne agricole 2022. Les producteurs de cette localité se disent satisfaits des efforts consentis par l'État du Sénégal dans l'accompagnement du secteur agricole et pour le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. L'espoir est permis pour une bonne campagne agricole. Une tournée à l'intérieur de ce département a permis de mesurer l'impact de la conjugaison des efforts entre les acteurs et l'État du Sénégal. Le reportage de Seydou Diatta. L'hivernage suit son cours normal. Comparé à la même période l'année dernière, il est clair que la pluviométrie reste assez bien répartie dans le temps et dans l'espace dans cette partie sud du pays. La météo avait annoncé un hivernage précoce, il l'est, parce qu'actuellement on a fait peut-être plus de 90% des semis. Alors que l'année dernière, à cette période, je ne pense pas qu'on avait au moins même 50% des semis. Et donc nous pensons que cet hivernage est très très bien parti parce que tous les postes sont quasiment excédentaires, puisque nous les suivons avec l'ANACIM. Donc il y a un grand espoir pour cet hivernage. Dieu merci, nous avons commencé l'hivernage dans de bonnes conditions. Nous avons eu les semences aussi de qualité et nous avons attaqué l'hivernage depuis le 19 juin. Si les données pluviométriques sont rassurantes au niveau des différents postes, le comportement des cultures dans les champs l'est encore plus, comme en attestent ces périmètres visités par le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural à travers le département de Kolda. Nous avons semé à temps et nous avons eu des semences de qualité. Nous voudrons en profiter pour remercier sincèrement et du fond du cœur le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, le professeur Moussa Baldé. Donc je pense que toutes les conditions sont réunies pour avoir, n'est-ce pas, de bonnes récoltes. Dans ce contexte marqué par la cherté de la vie et particulièrement par le renchérissement des denrées alimentaires, la synergie des interventions entre acteurs sous la supervision du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural reste alors la meilleure option. Le Proval CV a, dans le cadre de cette mutualisation des efforts, misé sur l'aménagement des vallées et sur la mécanisation du secteur. C'est un projet phare du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Les travaux
concernait la réalisation de 3 digues de retenue et de franchissement. Donc il y a aussi 7 seuils d'aménagement secondaire qu'on a réalisés, des seuils qui permettent la régulation et la gestion de l'eau au niveau des parcelles des producteurs. Il y a aussi la réalisation d'une piste de production et d'accès sur 4 km. Donc à côté de cela, on a fait un planage aussi sur 171 hectares. Et aussi on a mis à la disposition de la coopérative qu'on a créée aussi au niveau de cette zone, un tracteur de 70 chevaux. Ces ouvrages entrent dans le cadre d'un programme global que nous avons au niveau de la région de Kolda. Il y a un financement global de plus de 7,5 milliards prévu et ou en cours de réalisation dans la région de Kolda, constitué de différents types d'infrastructures. Et aujourd'hui, après 3 ans à peu près de mise en œuvre de ce projet, dans la région de Kolda, on peut estimer que nous sommes à un taux global de réalisation de ce qui est prévu dans le projet, à peu près à plus de 60%. Et donc, Dieu merci, grâce à notre programme PROVAC que j'ai lancé il y a quelques années, la vallée est en train d'être aménagée. Vous avez vu ces ouvrages de retenue, vous avez vu les pistes qui permettent maintenant même à des voitures de grand calibre de passer ici. Donc nous sommes très satisfaits de ce projet. Cette politique essentiellement basée sur la conjugaison des efforts, la mécanisation du secteur agricole, la maîtrise de l'eau et l'aménagement des vallées, entre autres cheval de bataille du Proval CV, constitue pour les producteurs la voie indiquée pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, si chère au gouvernement du Sénégal. Et dans Tranche de vie ce soir, le métier de technicien de surface vu sous un autre angle, Amadou Mbeng est chef de la section territoriale de la SONAGED ex-UCG et il fait partie de ceux qui ont abandonné des projets personnels pour se lancer dans cette profession. Aujourd'hui, il n'a pas de regret, dit-il, même s'il demande à ce que ce métier soit beaucoup plus valorisé. Mamadou Sy pour Tranche de vie. Amadou Mbeng, chef de section territoriale de la SONAGED, désormais ex-UCG à Ouest Foire, est un agent qui a réussi à changer le regard sur la profession de technicien de surface. Aujourd'hui, c'est avec une grande fierté qu'il affiche sa tenue, plus besoin de s'en cacher. J'ai fait mes études secondaires, bien écourté à aller faire une formation. Je jouais dans les navétanes et tout, espérant être un professionnel, mais je l'ai laissé. Je suis entré dans les ordures. Il y a une multitude de jeunes comme moi qui ont suivi ce même chemin. C'est pourquoi on a décomplexé le travail. À l'époque, on se cagoulait. On était encagoulés et on se faufilait dans les rues pour faire ce boulot. Maintenant, c'est à visage découvert et avec fierté maintenant que tu assumes ce travail. Le métier de nettoiement demande toute une organisation, selon Amadou Mbeng. Chaque coordination départementale est composée de sections territoriales et les agents affectés dans les différentes zones. Ceux qui font le raclage, le balayage, bon, ils ont 3 heures différentes, c'est-à-dire 8 heures jusqu'à 14 heures. Il y a encore une autre heure jusqu'à 23 heures. Mais ceux qui font la collecte, c'est-à-dire la collecte des eaux de mer avec les véhicules, ils n'ont pas d'heure. C'est circuit terminé. Donc, cette coordination départementale et ces sections territoriales ont leur programme. Avec chaque cité avec ses heures. Le terrain, véritable source de problèmes, nous confie le chef de section territoriale de Ouest Foire. Il faut avoir un mental pour exercer la profession. Être technicien de surface n'est pas facile. Il faut avoir un mental de fer. Parfois, il y a certains qui te donnent. Tu leur conscientises d'amener une poubelle réglementaire. Ça, c'est pas réglementaire. Tu amènes un sac rempli de tessons de bouteilles, de gravats, il t'insulte. C'est ton boulot, fais ça. Il y a le sable, il y a l'étroitesse des rues. Les Sénégalais n'ont pas jusqu'à présent la culture de la propreté. C'est-à-dire le civisme, ça manque. Avec le changement de statut de l'UCG, devenue une société nationale, la SONAGED, l'espoir renaît aux yeux de Amadou Mbeng. Il s'attend à ce que ses collègues et lui soient valorisés davantage. L'espoir renaît. L'espoir est permis maintenant. C'est parce qu'il y a 2 choses qui font jaillir cet espoir-là. C'est l'actuel
coordonnateur qui est devenu directeur, parce que c'est lui qui a suscité cet espoir-là. Ah, en tout cas, nous prions M. Mastiam, le président de la République, nous prions pour qu'il augmente nos salaires. Nous avons droit à des toits, nos plus grands soucis, c'est ça. Qu'on nous valorise, nous valoriser, c'est simple, qu'on applique la convention collective. Le métier de technicien de surface est de plus en plus pris d'assaut par des jeunes. Amadou tire le chapeau aux anciens qui, selon lui, ont montré la voie. Il invite les jeunes désireux de se lancer à ne pas hésiter. Et comment passer donc une bonne semaine? À suivre donc tout de suite les conseils et astuces d'Alioune Kandi. Il est major de la gendarmerie à la retraite. On regarde. Donc moi je pense que quand on travaille toute la semaine et on arrive au week-end, il faut commencer d'abord à se reposer le matin. Après on range tous nos effets ainsi que nos paperasses. Donc on regarde ce qu'on a fait durant la semaine et on essaie de vérifier dans la maison tout ce qui ne va pas. Vérifier les installations, vérifier les enfants, ce qui s'est passé durant la semaine, est-ce qu'ils ont respecté les études, voir si même les bêtes, des gens comme nous qui ont des animaux là, moi j'ai des chevaux à Mbaké, je pars les visiter pour voir ce qui s'est passé et je règle tout ce qui n'a pas été réglé et je réajuste les angles. Les bonnes dames aussi, c'est l'occasion de faire le marché le week-end, vraiment, et de faire de petits soins à leur mari. Donc je vous remercie et j'encourage tout le monde. En ce qui concerne la jeunesse aussi au Sénégal, en ces temps de dualité politique, je leur explique de ne pas dégrader les biens d'autrui, ni les installations publiques, de faire tout dans la passivité et d'attendre de faire un choix opportun au moment des élections et de ne pas suivre les politiques dans la violence verbale comme dans la violence physique. Je vous remercie. Et c'est la fin de votre magazine La Totale dimanche. Très bonne semaine à tous et bonne suite des programmes sur ITV.